Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux, nombreuses pour cet atelier sur la thématique Une seule santé. Donc on va se demander là pendant à peu près 1 heure et quart comment intégrer le concept Une seule santé à la stratégie agricole et alimentaire de son territoire. Et donc pour ça, on a 4 personnes qui sont venues aujourd'hui pour vous pour cette table ronde. Donc on a Antoine Gerbeau de l'Institut One Health, Nicolas Lebrun de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, donc chargé de mission PAT, et du territoire de Douaisis Agglo, Mathilde Noël et monsieur Jean-Luc Allais. Je vous laisserai vous représenter plus largement au moment de votre première prise de parole, si ça vous va. Et donc on a quelques personnes aussi qui sont avec nous en visio. Donc tout à l'heure, au moment des questions, on vous passera le micro pour que les personnes entendent bien aussi à distance. Et pareil, nous, en tant qu'intervenants, intervenantes, n'hésitez pas à bien parler dans le micro pour qu'on entende à distance. Ok, une toute petite introduction. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, il me semble en plénière, on a en simultané 6 ateliers qui ont été guidés en termes de thématiques par la SNANC. Et donc on est un peu allé regarder ce qu'il y avait dans cette SNANC pour mettre en avant certaines thématiques. Et donc on s'est dit que c'était important de mettre en avant la thématique Une seule santé, puisque l'idée, c'est de permettre l'accès à une alimentation saine dans une logique d'une seule santé qui permet de protéger à la fois la santé des populations, mais aussi des agriculteurs et des agricultrices. C'est une idée qui est vraiment portée dans la SNANC, puisque c'est l'un des axes de ce texte. Et donc, dans ce texte, on explique aussi que c'est important d'entreprendre des travaux à l'échelle à diverses échelles, à la fois à l'échelle nationale, mais aussi au niveau local, pour favoriser à la fois des aliments alimentaires sains et durables, mais aussi soutenir les initiatives territoriales. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu traiter ce sujet avec vous aujourd'hui. Et donc, on s'est donné comme objectif 2 choses. Le premier, c'est de faciliter l'appropriation du concept Une seule santé. Et donc là, on va avoir une petite introduction de la part d'Antoine qui va vous parler de ce concept. Mais après, on voulait aussi montrer comment actuellement il était pris en main par les territoires au sein de leurs actions, soit actions PAT, soit coordonnées aussi avec le CLS, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais dont les territoires ont vraiment envie de s'emparer et de passer à l'action. Donc voilà, de voir comment ce concept peut être opérationnalisé dans 2 exemples qui vous seront présentés tout à l'heure. Ok, et ben du coup, Antoine, je te passe la parole. Ouais, et même ça. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. À main levée, juste qui est-ce qui connaît Merci. À main levée, qui est-ce qui connaît le principe d'une seule santé? Ok, donc Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu parler? À peu près, désolé pour afficher personne. Ok, 2 ou 3 personnes. Ok, ça marche. Le but, c'est que je vous fasse juste un petit cadrage pour au moins qu'on soit d'accord sur de quoi est-ce qu'on parle et vous donner 1 ou 2 exemples et après pour pouvoir lancer la discussion. Juste d'où est-ce que je viens, donc moi je travaille à AgroParisTech et je travaille dans une structure qui s'appelle l'Institut One Health et en fait qui est un consortium de trois écoles entre AgroParisTech, le HESP qui qui est l'école des hautes études en santé publique, donc qui forme l'administration hospitalière, ARS et tout ça, et Vet AgroSup qui forme notamment, qui est une structure qui est une école vétérinaire et qui forme aussi les ISPV, l'inspection publique vétérinaire. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire pixelisée. Je vais vous raconter une histoire aux États-Unis. On va parler de chiroptères et on va parler notamment de chauve-souris. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce que c'est un bon exemple, je trouve, pour présenter. Merci. Pardon. C'est un bon exemple pour présenter le concept d'une seule santé. Et donc pour ça, il faut aller aux États-Unis dans les années 2000. Et il y a pas mal d'espèces de chauves-souris aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que je parle de chiroptères? La première chose à savoir, c'est que ces petites chauves-souris, la majorité, elles sont insectivores. Donc elles se nourrissent d'insectes et elles mangent 40% de leur poids en insectes. 40% du poids, votre simple serviteur, s'il était une chauve-souris, par exemple, mangerait 28 kg d'insectes par jour. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'insectes. Et en fait, dans les années 2000, on s'est rendu compte que pas mal d'espèces de chauves-souris étaient infectées par un petit champignon qui s'appelle, petit nom latin, Geomyces destructans. Et ces champignons, ils causent le white nose syndrome, ou le syndrome du nez blanc.
Pourquoi? Parce que, donc, comme vous pouvez voir sur les quelques pixels ici, en fait, c'est un champignon qui va faire des filaments mycéliens, notamment sur les zones où il n'y a pas de poils, donc principalement le museau et un petit peu les ailes aussi. On voit un petit peu quelques taches blanches ici et là. Ah, c'est tactile. Ça explique tout. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ce petit champignon, il les démange principalement, il accélère le métabolisme des chauves-souris. Et en fait, le problème, c'est que ça va les réveiller pendant l'hiver, parce que ça les démange et ça active le métabolisme. Or, si on dort, c'est justement pour ralentir le métabolisme en phase d'hibernation. Et donc, ça les réveille à une période où il y a très peu de nourriture disponible. Or, elles mangent beaucoup d'insectes, comme je vous ai dit. Et donc, ça va les réveiller, pas de nourriture, décès. Suivant les souches, on peut aller jusqu'à 99% de mortalité, et en moyenne, chez les chauves-souris américaines, c'est 73% de mortalité. Toujours, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, ce champignon, il s'est disséminé, et on s'est rendu compte, le long des chemins de déplacement des chauves-souris, et le long des chemins de randonnée, où en fait, les spores, quand on se balade dans une cave, les spores du champignon se retrouvent sur les vêtements, sacs à dos et autres. Et en fait, souvent, quand on aime une grotte, on aime les grottes. Et donc, en fait, on va de grotte en grotte, comme quand on randonne, on ne randonne pas une seule fois. Et donc, le champignon s'est un peu disséminé partout aux États-Unis. Et donc là, vous avez un petit peu, on peut suivre l'évolution du champignon aux États-Unis. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous avez les chauves-souris qui mangent beaucoup d'insectes. Et ensuite, il y a une perte de population parce que donc elles sont réveillées pendant l'hiver, elles sont mortes. Et il y a un scientifique qui s'est amusé à regarder. Ce qui est intéressant, c'est que comté par comté, parce qu'il y a des comtés où il y a des grottes, des conditions, des insectes, etc., ce qui fait qu'il y a les chauves-souris, et il y a des comtés où il n'y en a pas du tout. Et donc il a pu comparer, on va dire, dans les comtés où il y avait les chauves-souris et là où il n'y en avait pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait plus 30% d'insecticides dans les comtés où il y avait des chauves-souris et elles ont disparu. Pourquoi? Parce que donc, les chauves-souris mangeaient des insectes, elles sont plus là, donc explosons les insectes. Et donc du coup, pour lutter contre ça, les agriculteurs ont balancé les insecticides absolument partout. Conséquence, donc déjà, c'est une conséquence assez majeure, plus 30%, c'est pas négligeable en insecticides, plus 8% de mortalité infantile. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis de côté les causes dites externes, ça veut dire le bébé tombe, enfin toutes les causes vraiment externes, et il s'est intéressé aux causes internes, c'est-à-dire des cancers. Et en fait, il s'est rendu compte que dans les comtés où il y avait des chauves-souris, du nez blanc et tout ça, plus 8% de mortalité chez les enfants, notamment liés au cancer. Dernière conséquence, c'est les conséquences économiques, où en fait il s'est rendu compte en regardant un petit peu les comptes agricoles des exploitations qu'il y avait à peu près 30% de rendement en moins parce que ça coûte cher les insecticides et puis même si on en met, il y a des pertes de rendement. Et je trouve que c'est un bon exemple, je trouve que c'est un très bon exemple justement pour illustrer un petit peu le concept d'une seule santé, où en fait on a des dimensions de santé environnementale avec le champignon, les chauves-souris et tout ça, de santé vraiment animale pure avec l'état de santé des chauves-souris, et puis des états de santé humaine avec des cancers, et puis tout ce qui se peut s'approprier plus à la santé économique des exploitations. Et donc je trouve que ça c'est un bon exemple pour montrer qu'on ne peut pas avoir une solution un petit peu mono-acteur, et on voit que c'est un peu à la fois l'effet papillon et surtout avec un effet très systémique. Et je trouve que ça résume bien, là c'est une infographie que j'ai trouvée de l'AFD qui résume bien le principe d'une seule santé, où en fait il y a des causes qu'on voit assez fortement, on parle beaucoup la Covid, les maladies on va dire infectieuses émergentes, les zoonoses, on parle beaucoup d'antibiorésistance quand on parle du concept d'une seule santé, mais en fait ça couvre aussi plein de sujets liés avec le climat, la nutrition, des maladies chroniques, les PFAS, l'exposition à plein de molécules chimiques, et avec plein de drivers justement que vous voyez ici, comme le changement climatique, comme les catastrophes naturelles, les pollutions, notre façon de manger, notre façon de se déplacer, etc. Donc voilà, et je vous ai mis aussi un petit chiffre pour montrer que l'axe principal du principe d'une seule santé, c'est aussi de sortir d'une logique très curative du on attend qu'il y ait un problème et on essaie de soigner. Et en fait, c'est ça, je vous ai pris le budget dans les dépenses de santé, et en fait, au niveau des dépenses de santé en France, il n'y a que 2%, 2,6% qui sont des budgets prévention. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas arrêter de soigner, qu'il faut arrêter de soigner les gens, mais ça veut dire que peut-être qu'on peut aussi rééquilibrer un petit peu aussi les dépenses de santé. Et donc ça, c'est juste pour vous dire que le concept d'une seule santé, on en entend parler depuis assez récemment, depuis 2017. Ça, c'est une publication qui a explosé. C'est un concept qui est assez récent. Je pense qu'il y a 10 ans, vous n'aviez pas entendu parler de One Health, une seule santé, etc. C'est un concept qui a un peu le vent en poupe et qui est assez porté au niveau international et puis national. Où donc vous avez vraiment fait tout le monde parler un petit peu d'une seule santé One Health sans savoir vraiment ce qu'il y avait dedans, jusqu'à ce qu'au niveau international il y ait l'OMS animal, la FAO et le programme des Nations Unies pour l'environnement qui réunissent un peu des Avengers scientifiques, une soixantaine de scientifiques du monde entier, pour se dire bon, travaillez ensemble, vous êtes véto, écologue, agronome, anthropologue, etc. Et donc travaillez ensemble pour avoir une définition et être vraiment un groupe, une seule santé, pour savoir un petit peu de quoi on parle et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau international. Et donc ces gens, ils ont
travaillé ensemble, ils ont fait une définition. Ce qui est intéressant, c'est un peu les 2 premiers paragraphes, c'est vraiment le côté approche intégrée, unificatrice, pour équilibrer la santé des personnes, animaux et écosystèmes, et reconnaître un petit peu les interdépendances entre toutes les santé. Et du coup, ils travaillent au niveau international, tous ces gens-là. Donc voilà, pour après faire des directives et des recommandations qui après sont déclinées à l'échelle nationale, et puis après qui seront à l'échelle plus locale avec donc, le PRSE, vous avez peut-être entendu parler du plan régional santé-environnement, et puis après d'autres actions justement qui en découlent. Et ça, c'est juste une infographie pour montrer que c'est pas uniquement des champs disciplinaires, c'est aussi faire travailler les gens ensemble un petit peu au sein de la société, un peu à toutes les échelles, et faire un peu le lien entre les ministères et puis les territoires. Mais je pense que c'est pas à vous qu'il faut apprendre ça. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Antoine. Donc après avoir vu cet exemple sur les chauves-souris et s'être remis en tête ce concept d'une seule santé, on va regarder maintenant concrètement sur les territoires comment une approche One Health, une seule santé peut se mettre en place. Et donc je vais passer la parole pour le territoire de Douaiziac. Et si vous voulez, je peux passer. Alors voilà, oui, c'est un travail qu'on est en train de mener sur Douaiziaglo qui n'est pas encore abouti. Ça fait 18 mois qu'on travaille dessus, voilà, qui n'est pas arrivé par hasard. Il y en a encore à peu près pour 6 mois parce que c'est compliqué, on ne fait pas ce qu'on veut, même si on est tous convaincus qu'effectivement on travaille pour le bien-être de nos habitants, pour la santé des habitants. Et ce concept, une seule santé, bah oui, c'est ce qu'on veut nous aussi mettre en œuvre sur notre territoire. Alors c'est un PSE, paiement pour services environnementaux, ça existe. Aujourd'hui, des PSE, vous en avez sur les aires de captage ou les aires d'alimentation de captage, c'est donc limité géographiquement. Vous en avez avec certains paiements pour services environnementaux, avec certaines cultures, certaines pratiques. Mais nous, notre volonté, c'est vraiment sur Douaiziaglo de le faire sur l'ensemble du territoire, sur la totalité du territoire, et on s'adresse à l'ensemble des agriculteurs du territoire, qu'ils soient conventionnels, qu'ils soient bio. Donc ça, aujourd'hui, il faut le monter, il faut le créer, il faut le mettre en œuvre. On se dit que nos agriculteurs, quels qu'ils soient, utilisent des produits qui sont nocifs. Je crois que personne ne peut le nier, mais nos agriculteurs utilisent des produits qui sont légaux. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs qui sont dans l'illégalité. Ils utilisent des produits légaux, et donc quand ils font l'effort, il faut le faire l'effort, ou alors il faut qu'ils soient vraiment convaincus de ne plus utiliser ces produits légaux pour réduire les risques, il faut qu'on les accompagne. Il nous semble logique de les accompagner financièrement, techniquement, économiquement, pour qu'ils aillent plus loin et qu'on ait une meilleure alimentation pour nos habitants. Donc, dans ce PSE, on a inclus des enjeux de santé humaine. Ça se matérialise par, du coup, des ateliers un module de sensibilisation à la santé humaine et environnementale que chaque agriculteur qui va s'engager dans le PSE devra suivre, qu'on va co-construire avec des acteurs de la santé comme l'ARS et le contrat local de santé. On a déjà abordé le sujet avec notre groupe de travail agriculteur qu'on a mené pour monter le projet. Donc, on a réuni 3 fois une dizaine d'agriculteurs pour co-construire notre PSE. Et donc, on les a déjà questionnés et sensibilisés aux enjeux de santé. Et ça se matérialise surtout par des indicateurs qui prennent en compte ces enjeux, à savoir du coup qu'on a mis quelques bonus et qu'on a surtout axé nos indicateurs vers la santé et l'alimentation. En plus de l'environnement, donc ça se matérialise par exemple l'introduction de cultures à bas niveau d'intrants, surtout à vocation alimentaire, enfin uniquement à vocation alimentaire, qui serait un de nos indicateurs. Bien. Bonjour à tous. Au niveau de la Porte du Hainaut, donc une communauté d'agglomération de 160 000 habitants dans les Hauts-de-France, nous avons mis en place donc, le dispositif 1000 jours pour savourer la vie, donc inspiré des ordonnances vertes qui avaient été mises en place par la ville de Strasbourg, si ça vous parle. Donc voilà, pour lutter contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens auprès de femmes enceintes.
Donc, nous sommes inspirés de ce dispositif qui a été mis en place dans un contexte aussi où il y avait le PAT existant sur le territoire, le contrat local de santé. Et puis une opportunité s'est présentée avec un appel à projet Une seule santé de l'Agence régionale de santé qui justement a invité les territoires dotés de PAT et de CLS à proposer une action commune. Et voilà, ça a été l'opportunité pour mettre en place ce dispositif. Donc l'idée c'était vraiment d'être sur un parcours d'accompagnement sur plusieurs mois et un des objectifs qu'on s'était fixé, c'était au regard des diagnostics aussi du territoire, c'est de cibler des femmes enceintes de moins de 21 ans en situation de précarité. Donc un travail que l'on a fait aussi avec les services du département et la PMI. Pour accompagner aussi le ciblage des publics. Et au sein de ce parcours, donc pour faire évoluer les habitudes alimentaires des personnes, on retrouve des ateliers cuisine et santé, donc avec un souhait aussi vraiment d'articulation entre les différents intervenants. Je ne l'ai pas écrit, mais pour donner une petite idée, il y a un gros enjeu aussi de coordination. Il y a 4 intervenants sur le dispositif et 13 autres personnes qui vont graviter autour sur l'organisation après du dispositif. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup de personnes qu'il faut absolument coordonner. Donc en plus de ces ateliers, donc en complément de ces ateliers, des distributions de paniers de légumes bio, et avec une particularité, donc ils sont issus d'un atelier chantier d'insertion, un ACI qui est installé sur des terres qui sont propriétés de la collectivité et donc qui cultive en maraîchage biologique. Donc c'est un peu, entre guillemets, aussi un laboratoire pour nous, avec en vue d'autres propriétés foncières aussi qui pourraient être utilisées à ces fins. Et ensuite, pour compléter cela, donc l'idée c'était de proposer un petit kit, on va dire, de base de matériel de cuisine, avec éviter les contenants en plastique, les poêles, tout ce qui est matériel de cuisson avec des revêtements nocifs, etc. aussi pour sensibiliser, lutter dans le cadre de l'alimentation contre les perturbateurs endocriniens. Donc voilà, 3 grands points. Favoriser l'évolution des habitudes alimentaires, comme je le disais, soutenir aussi l'agriculture biologique et permettre au territoire de bénéficier des externalités positives pour la santé globale donc la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà les 3 grands axes qui nous animent pour ce dispositif. Merci beaucoup pour ces 2 présentations. Je vous propose de garder vos questions pour la suite. On va aller approfondir un petit peu plus chacune de ces 2 actions, notamment en parlant de l'émergence et des facteurs facilitants de la mise en œuvre de ces 2 actions. Avant ça, Antoine, je voulais te demander si ça faisait écho à des choses, à d'autres actions que toi, tu avais pu voir mises en œuvre sur des territoires. Et notamment, tu m'avais parlé de ça. Peut-être tu préfères en parler après. Bon, je peux en parler très rapidement maintenant. C'est un petit peu la thématique est un petit peu différente, mais ça se rapproche un petit peu. C'est sur le virus West Nile. Est-ce que vous connaissez ou pas ? C'est un virus qui est transmis par des moustiques et en gros, très, très rapidement, c'est un virus qui se transmet entre des oiseaux et des moustiques qui ne sont pas des moustiques tigres, c'est des moustiques culex, c'est les petits moustiques gris et bruns. Et en gros, ça fait un cycle comme ça et ça peut accidentellement se transmettre aux hommes ou aux chevaux qui peuvent pas le retransmettre après. Donc c'est pour ça que c'est les autres dits accidentels. Et en fait, c'est une maladie qu'on retrouve un peu dans le sud de la France et on s'est rendu compte qu'il y en avait en Gironde et c'était un peu une catastrophe. Enfin, on s'est dit, waouh, ça risque d'être un peu la cata. Je vais mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Ah oui, juste... Attends, pardon. Désolé. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que cette maladie, du coup, si jamais vous êtes piqué par un moustique qui a du virus West Nile en lui, dans 80% des cas, si vous développez le virus, ce sera asymptomatique. Dans 20% des cas, vous aurez des symptômes grippaux et dans 1% des cas, une fièvre hémorragique et les symptômes neurologiques, les symptômes beaucoup plus graves. Pardon. Oh, c'est génial. Okay.
Excellent. Et donc du coup en fait ils se sont rendus compte quand ils ont détecté des foyers équins, donc vraiment il y avait juste des chevaux qui étaient malades, ils se sont dit, quand je dis ils, c'est notamment la direction départementale de protection des populations, s'est dit oula, s'il y a des chevaux qui sont malades, ça veut dire qu'il y a des moustiques qui les ont piqués, donc ça veut dire qu'à tout moment un moustique peut piquer un être humain et on peut se retrouver avec des formes neurologiques graves. Donc il faudrait qu'on fasse quelque chose. Pour l'instant il n'y a pas de cas humain, mais ça nous pend au nez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni plein de gens, et je pense que ça va faire écho un petit peu avec ce que vous avez fait. Ils se sont dit, plutôt qu'attendre que les problèmes tombent dessus, on va essayer de les prendre un petit peu en amont, faire de l'anticipation. Donc ils ont fait un gros réseau d'acteurs avec l'ANSES, avec le CHU de Bordeaux, avec l'INSERM et avec plein d'acteurs locaux dont je vous parlerai après. J'adore. Et donc, voilà, en octobre 2022, ils ont détecté, donc, comme je disais, des chevaux positifs. Et donc, assez rapidement, dans les quelques mois après, ils ont testé plein de chevaux et plein de moustiques en se disant, bon, on va voir où est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a des foyers, des choses comme ça. Et ce qui devait arriver arriva. Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de chevaux qui l'avaient en asymptomatique, donc qui étaient sur le territoire, mais ils ne le savaient pas. Et surtout, 75% des moustiques qu'ils ont prélevés avaient le virus en eux. Donc ça veut dire que grosso modo, ça craint un peu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, très rapidement, ils ont prévenu le CSP, le Haut Conseil de Santé Publique, parce que, en fait, il y a un problème, c'est que si jamais vous vous faites transfuser du sang pour une raison X ou Y, et que dans la poche du sang, il y a du virus, donc le donneur avait la fièvre, avait le virus en lui, même si c'est asymptomatique. Si vous faites transférer du sang, c'est quasiment 100% forme neurologique grave en tant que receveur. Et donc là, ils se sont dit, en fait, c'est pour ça qu'ils ont un peu mis tout ça en place aussi, parce qu'ils savaient que ça pouvait avoir des grosses conséquences, notamment dans les hôpitaux, où voilà. Et donc, le Haut Conseil a retiré toutes les depuis, parce que le virus ne reste seulement quelques temps en vie dans les poches. Donc, ils ont retiré pendant toutes les poches de sang qui dataient de X semaines pour essayer de prévenir ça. Et en parallèle de ça, ils ont mis en place une action de prévention entre la LPO pour prévenir un petit peu les chasseurs, l'OFB, des vétos, des médecins en mode attention, il y a la fièvre liée à West Nile dans le coin, faites vraiment attention aux prises de sang, etc. Et en fait, ils ont vraiment sensibilisé plein de gens. Si jamais votre cheval est malade, avertissez les populations pour essayer de gérer le problème le plus en amont possible. Et donc, ce qui devait arriver, encore une fois, arriva, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, je ne sais pas si vous vous rappelez la timeline, donc c'est à partir du mois d'octobre qu'ils avaient vu les premiers chevaux. En fait, on a eu le premier cas humain avéré. Et en fait, il y a eu une réponse qui a été ultra efficace, prise en charge. Tous les médecins locaux connaissaient un petit peu, savaient que si jamais il y avait tel et tel symptôme, il fallait avertir l'hôpital. Et je trouve que c'est un bon exemple, et je pense qu'après on pourra en parler aussi un petit peu de comment vous avez fait, de comment préparer en amont et en fait s'intégrer vraiment dans une logique de surveillance et de prévention pour que, en fait, quand la catastrophe elle arrive, au moins on a réussi à préparer un petit peu 3-4 trucs en lien avec des autorités de recherche et autres. Peut-être juste, si vous m'entendez pas, les micros sont pas réglés pareil. Je vais essayer de parler plus fort dans celui-ci pour que vous m'entendiez aussi. Juste, tu as dit plusieurs fois « ils », pardon, j'ai peut-être loupé l'information, on va dire que c'est à cause de la chaleur, mais tu dis « ils ont fait ça ». Qui était pilote et qui a pris l'initiative Ouais. En fait, c'est au niveau de la direction départementale de la protection des populations, donc vraiment la DDPP, qui s'est vraiment saisie parce que c'est eux qui sont responsables des maladies animales notamment, un petit peu, et vraiment de la surveillance sanitaire. Et en fait, la DDPP a fait appel à des acteurs de recherche en mode comment est-ce qu'on peut faire pour construire un réseau. Et donc, il y a un doctorant qui a vraiment travaillé là-dessus sur comment est-ce que je mets tout ça en place. Et donc, il a beaucoup travaillé avec tout cet écosystème d'acteurs dont je vous ai parlé juste avant, tout cet écosystème juste ici, et puis avec l'ANSES, le CHU, l'INSERM, pour vraiment faire un super système de préparation où tout le monde se voit assez régulièrement, se connaît et s'informe pour vraiment avoir un système très réactif. Et donc, ce qui fait que dès qu'il y a un cas humain au CHU, ça a vite été retransféré et tout était rapidement pris en charge. Ok, merci. Donc, plutôt au niveau départemental. Oui. Donc c'est intéressant aussi de voir là dans la diversité des 3 actions qu'il y a des choses qui peuvent être portées au niveau collectivité, mais qu'il y a aussi des choses qui peut-être dépasseront le niveau collectivité et que ça peut être aussi intéressant de s'inscrire dans un contexte plus global, de voir ce qui peut être fait à d'autres niveaux administratifs, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'il y a aussi une bonne complémentarité dans vos exemples. Il y a souvent, j'ai l'impression que du coup au niveau collectivité, vous faites souvent le lien entre santé humaine et santé des écosystèmes, et peut-être un tout petit peu moins aussi par rapport aux outils dont vous disposez à santé animale. Je ne sais pas, peut-être que je me fourvoie, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à compléter sur d'autres types d'actions. Et j'ai l'impression que là, dans le dernier exemple, on voyait plus aussi cette dimension santé animale.
Ok. Gardez toujours vos questions pour la suite, on y viendra à la fin. On va revenir sur les 2 premiers projets. Et donc là, on va parler un petit peu plus de l'émergence pour comprendre un petit peu comment ces dynamiques se mettent en place au niveau des collectivités. Donc sur Douaisis-Aglo, on travaille sur la dimension politique agricole et alimentaire depuis maintenant 25 ans. Et on faisait du PAT avant que le PAT n'existe, bien sûr, et on est allé progressivement. Vous avez là les 4 piliers de notre PAT et qui sont dans l'ordre historique. C'est-à-dire, le premier pilier, c'était Agricad, ensuite Biocad, ensuite voilà. C'était les 4 piliers qui sont succédés. Et à chaque fois, on a ajouté, on a saisi les opportunités, permettre aux agriculteurs de garder une entreprise économique fiable, viable tout au moins, mais aussi en même temps d'améliorer leur performance écologique. Ensuite, Biocad, bien sûr, développement de l'agriculture biologique, où on a beaucoup investi. Alimcad, là, on s'est rapproché surtout des consommateurs. C'est aujourd'hui devenu notre principale activité. Et récemment, on nous a confié le CAR, le contrat d'action pour la ressource en eau. Et tout ça, c'est que on travaille sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, sur la qualité des sols, sur la qualité de l'alimentation. On travaille pour que nos habitants vivent mieux et qu'ils soient donc en meilleure santé. Alors, je sais bien, on parle beaucoup actuellement de mise à l'écart des PAT. On nous dit qu'il faut d'abord établir la balance commerciale de la France sur le plan agricole. Je ne pense pas que ça va y participer, mais au moins, ça va participer à une amélioration de la qualité de vie des habitants. Et je crois que les PAT, là-dessus, ont un rôle essentiel aujourd'hui et qu'il va falloir le garder avec des moyens qu'il faudra trouver, qui ne viennent plus de l'État, il faudra qu'ils viennent d'ailleurs. Mais je pense qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui de l'action des PAT. Du coup, je vais juste vous parler rapidement de comment on en est arrivé à ce PSE. Du coup, on avait ce projet le seul levier qu'on a identifié pour accompagner le changement de pratique des agriculteurs, donc en termes de levier financier, c'était un projet de paiement pour services environnementaux. Et on a beaucoup d'enjeux santé sur le territoire. Et c'était un enjeu global qui nous permet de toucher l'ensemble de nos agriculteurs et pas seulement ceux qui sont situés sur des aires d'alimentation de captage ou sur des zones à enjeu. On voulait vraiment accompagner l'ensemble de nos 189 producteurs. Donc, on a inclus l'enjeu de santé humaine qui est global au territoire. Et en fait, avec cette idée-là, on a croisé le chemin de Solagro qui portait le même projet de développer un modèle de PSE incluant des enjeux de santé publique. Et du coup, on a construit un partenariat en copilote du coup Solagro Douaisis-Aglo avec des partenaires qu'on a mobilisés, donc l'association Santé Environnement France sur le volet lien avec la santé et les acteurs de la santé. Bio Hauts-de-France et la Chambre d'agriculture de Nord-Pas-de-Calais qui sont nos partenaires techniques depuis de nombreuses années sur le PAT. Et on a le PETR Pays d'Armagnac qui est le territoire témoin qui suit nos travaux et qui souhaitera dupliquer le projet dès qu'on l'aura terminé. C'est un projet qu'on a déposé au PNA en 2024 pour 2024-2025. Et donc, on a eu un financement de l'ADEME et on a également le soutien de l'Agence de l'eau Arto Picardie et du groupe Vive, qui est un groupement de mutuelles de santé, donc ce qui nous permet d'avoir des financements pour monter le projet et mener cette expérimentation avec Solagro. Merci. Et donc, voilà ce qu'on a mené jusqu'à aujourd'hui. On a démarré avec un diagnostic du territoire. Ensuite, on a mobilisé des acteurs. Donc, il a fallu mobiliser d'une part les agriculteurs pour créer un groupe de travail agriculteur. Donc, on a créé un groupe de travail composé de 11 producteurs aux typologies d'exploitation diversifiées. On voulait le plus de diversité possible. Et en parallèle, on a mobilisé des acteurs techniques du PAT, mais aussi des acteurs de la santé qu'on ne mobilisait pas encore jusqu'à maintenant dans le PAT, comme l'ARS ou le contrat local de santé. Et du coup, des médecins de l'ASEF qui ont aussi participé à des ateliers avec les agriculteurs. Donc, on a réuni à la fois le groupe de travail agriculteur d'une part et un comité technique d'autre part pour construire des indicateurs et un dispositif qui inclut du coup des enjeux de santé publique et de santé environnementale. Aujourd'hui, on en est à consolider du coup un modèle économique et juridique et à identifier des financements. Donc sur l'émergence du projet, notamment de la question de la priorisation aussi de la question de santé sur le territoire dans le cadre des politiques publiques menées par l'Aglo.
un constat, alors je ne sais pas pour plomber l'ambiance, mais c'est la réalité qui a amené aussi à travailler activement et à se projeter dans les prochaines années, à travailler sur cette thématique de la santé, donc des indicateurs socio-économiques très dégradés sur le territoire en termes de santé. Donc voilà, un IDH4, un indice de développement humain très dégradé, en particulier sur la composante santé. Un taux de pauvreté, voilà, presque un quart de la population qui est vit en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage, ça fait écho tout à l'heure à ce que je disais, le public cible des jeunes, donc un taux de chômage aussi très élevé sur la tranche des 15-24 ans. Voilà, près de 30% de la population qui vit dans un quartier prioritaire, et puis aussi seulement 4% de surface agricole cultivée en agriculture biologique sur le territoire. Donc cette nécessité criante, on va dire, de faire converger vraiment les politiques publiques. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a été inscrit dans le projet de territoire de la collectivité, donc projet de territoire sur 20 ans, avec vraiment comme priorité l'amélioration de l'état de santé et de bien-être des habitants. Donc il y a vraiment une réflexion finalement dans toutes les politiques, dans toutes les compétences que porte l'agglo pour avoir en tête ce prisme-là en fait, de la santé comme priorité. Et puis, je le disais tout à l'heure un peu en ouverture, donc l'axe 1000 jours aussi, qui était déjà un des axes, donc un des 3 axes du contrat local de santé, qui avait été identifié aussi comme prioritaire. Donc, comme ça a été expliqué tout à l'heure, avec une ambition, une intention d'anticiper en fait, et de pas être seulement dans le curatif quelques années après, c'est de se dire dès cette période de 1000 jours cruciale dans le développement des enfants, c'est de pouvoir anticiper, créer les meilleures conditions possibles pour avoir une santé la meilleure possible. Merci pour d'avoir précisé le contexte d'émergence de vos projets. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a l'importance de la collaboration entre les services, mais aussi l'envie de prévenir et d'anticiper certains problèmes qui pourraient nous arriver. Donc voilà, on le revoit dans ces 2 exemples et on l'a déjà évoqué un petit peu au début. Et donc là, on voulait vous proposer un dernier temps avant d'échanger avec vous sur les enseignements tirés jusqu'à maintenant, les facteurs facilitants, les leviers, etc., pour mettre en place ces actions Une seule santé. Bah voilà, je crois que vous avez eu un peu le temps de lire cette diapo. Je ne vais pas vous la commenter complètement. Alors, il est évident que quand on innove, il y a des obstacles, il faut trouver des solutions, mais il faut oser expérimenter. Sur celui-là, je pense qu'on va arriver au bout, mais sur d'autres sujets, on s'est cassé la figure, qu'on a raté. Voilà, c'est celui qui n'essaie pas, il va pas rater, mais on avance aussi avec l'échec. Là, on n'est pas dans l'échec. Je crois que là où on en est aujourd'hui, on vient d'embaucher quelqu'un pour gérer uniquement le dossier PSESP, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un service de 7 personnes en transition agricole et alimentaire. Je crois qu'on a un service qui est costaud, il faut y aller. Et on va y aller, on va réussir. On a un président qui nous soutient. Sauf que les fonds publics vont se raréfier, vous le savez bien, dans vos collectivités. Et donc, on va orienter de plus en plus nos actions vers le privé, essayer d'avoir des accords avec des structures privées. On parlait tout à l'heure des mutuelles, par exemple Vive. On rencontre bientôt la Massif. On rencontre bientôt le MEDEF dans le Douaisis pour voir si, dans le cas de je crois que c'est RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on ne peut pas faire quelque chose. Voilà, il va falloir aller chercher partout où on peut les financements qui sont nécessaires, parce que ce que l'on veut donner, ce que l'on veut verser, ce que l'on veut payer, ce n'est pas une subvention, c'est bien un paiement pour services environnementaux. Il faut aussi que ce soit significatif. C'est-à-dire que les sommes sont quand même conséquentes, ils ne viennent pas grappiller quelques euros par-ci par-là, c'est vraiment une somme qui va les encourager et les remercier en définitive de participer à ce que nos habitants bénéficient d'une meilleure santé à travers la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols et la qualité de l'alimentation. Il nous reste encore quelques défis à relever, mais c'est le rôle du personnel. Du coup, nos défis, c'est
le cadre réglementaire qui existe. On essaye de rentrer dans le cadre du ministère de la Transition écologique tout en ayant des indicateurs différents. Donc c'est un défi qu'on essaye de relever actuellement. Il y a aussi l'enjeu d'être compatible avec des aides existantes pour justement maximiser l'attractivité auprès des exploitations agricoles. Donc, c'est aussi une difficulté et un défi qu'on tente de relever. Et enfin, les plafonnements des montants. Donc, on est limité au plafond d'aide d'État et du coup, on explore comment compléter ces plafonds avec des financements, par exemple, privés. Donc, nos enjeux de pérennisation, comme l'a dit Monsieur Allais, c'est d'identifier les financements privés, de développer un modèle économique et juridique qui inclut ces deux types de financement public-privé et de mobiliser des acteurs également de la santé pour qu'ils contribuent financièrement du coup à ce projet-là. Donc sur ce projet, donc au niveau des facteurs facilitants, la collaboration donc interservices, le fait d'être en mode projet, enfin l'organisation de la collectivité en mode projet permet aussi ce type de projet, permet de dégainer rapidement justement, là on parlait de raréfaction des fonds quand il y a des appels à projets, d'être prêt pour répondre rapidement parce que généralement on n'a pas énormément de temps pour répondre. Et parfois, il y a même un petit challenge avant les vacances, tout ça. Donc voilà, donc ça, c'est important d'être prêt. Une transversalité, donc un coportage fluide entre le PAT et le contrat local de santé. Donc vraiment, ça, c'est important, c'est bien coporté. Donc c'est une organisation quand même à trouver. Une mise en commun aussi des réseaux d'acteurs, c'est-à-dire que dans les PAT, même si la thématique alimentation elle est très très large, et évidemment on a envie de aussi travailler avec les acteurs de la santé, mais c'est toujours un petit peu compliqué à réunir. Là c'est une opportunité aussi autour d'enjeux, d'objectifs communs de travailler avec ces acteurs. Et puis, donc, comme je l'ai mis, voilà, une agilité pour répondre rapidement aux appels à projets. Tout ça, ça permet justement de décloisonner nos politiques publiques, donc d'être réactif et de contribuer, de concourir à cette fameuse finalité de notre projet de territoire sur l'amélioration du bien-être et de la santé. Et puis aussi de partager finalement ces enjeux de santé globale avec les différents services. Donc je ne l'ai pas dit, le PAT, donc au niveau de mon agglo, il est rattaché à la direction éco-responsabilité et fait partie intégrante du plan climat. Donc on a plutôt une entrée environnement. Le fait de travailler sur cette action, on intègre encore. Alors dans les plans climat, il y a aussi de toute façon ces enjeux de santé qui sont très présents évidemment, et donc là ça permet, j'ai envie de dire, de remettre une couche quelque part, d'insister encore un peu plus sur cette thématique-là et de la partager avec les autres services. J'ai pas mis directement au niveau des freins, donc jusqu'à présent. Donc là, on a testé le dispositif, on a fait les premiers parcours, on va dire, là, de avril, et puis c'est en train de se terminer là, courant juillet. Ça demande beaucoup de souplesse, d'adaptabilité, donc il y a des livraisons de paniers. On est aussi alors, sur un public, une période, on va dire, fragile dans le sens où il faut... c'est déjà habituellement la santé avant tout, mais là avec des précautions encore plus particulières à avoir. Donc ça peut être parfois compliqué de se déplacer, de se rendre aux ateliers, etc. On a vu là aussi avec les événements climatiques, forcément, il faut pouvoir se réorganiser. Donc c'est pas toujours évident, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis on a quand même, par rapport au public cible, on n'a pas encore réussi cet objectif-là. Les premiers constats, alors même si je le disais, on a travaillé avec les PMI, avec des structures aussi d'aide alimentaire, par exemple, pour cibler le public, avec la mission locale, etc. Eh bien, ça reste compliqué. Les enjeux sont aussi parfois ailleurs pour ces publics, pour les personnes qui accompagnent. Les premiers retours qu'on a eu par exemple des PMI, c'était de dire on a aussi avec ces publics parfois des difficultés pour que les personnes suivent leur parcours déjà de santé, de soins, etc. Donc quelque part c'était ajouté, même si de prime abord c'est d'une bonne intention, c'est un peu compliqué, donc il faut peut-être aussi revoir les modes de faire. Et puis sur les prochains, les enjeux aussi pour la suite du dispositif. Alors même chose, il y a les questions après la pérennisation de fonds publics aussi, d'argent à trouver, pas uniquement au travers des fonds publics, mais
voilà, de trouver aussi un modèle économique qui permette de poursuivre, de couvrir aussi les zones blanches du territoire. On n'y est pas encore. On a fait des propositions aussi d'aller vers. Les ateliers sont répartis un peu partout sur le territoire, mais ce n'est pas encore suffisant aussi parfois parce qu'il manque des structures relais. Donc voilà, consolider les partenariats et puis vraiment impliquer tout le monde. Une des difficultés aussi repérées, de fait, c'est un enjeu pour la suite aussi, c'est que parfois les PAT sont identifiés, alors comme coordinateur c'est très bien, mais parfois il y a même un peu d'attente. C'est-à-dire, puisque le PAT s'en occupe, les acteurs sont parfois un peu en attente. Voilà, c'est essayer de provoquer aussi l'initiative pour les partenariats. Donc là, je pense notamment sur l'articulation du parcours, le fait de trouver des solutions et puis de trouver un peu d'adaptabilité aussi quand on est obligé de changer un calendrier, etc. C'est un peu tout le monde qui est concerné, c'est pas seulement le chargé de mission qui prépare le calendrier. Il faut vraiment s'entendre sur ça. Et puis après, il y aura un enjeu de changement d'échelle lié aussi aux moyens humains et financiers, puisque là, l'expérimentation porte sur 80, est à l'attention de 80 personnes, mais l'idée, c'est de déployer un peu plus sur un territoire où on a 2000 naissances par an en moyenne. Voilà. Merci pour ces précisions et ces prochaines étapes qui donnent envie de voir la suite des dispositifs se mettre en place. Est-ce que tu veux réagir, Antoine? Sinon, on peut commencer à prendre des questions de la salle ou des questions aussi en ligne. N'hésitez pas à vous présenter avant de prendre la parole. Oui, vous m'entendez? C'est bon, ok. Nelly Subilodiès, donc chargée de mission plan agricole alimentaire pour le PAT du Pays du Mans, en Sarthe. Assez gros périmètre, donc 6 intercommunalités, 90 communes. Moi, ma question était sur le portage politique, parce qu'on a un vice-président aujourd'hui, de ce que je comprends. Et donc, quand vous parlez, effectivement, du coup, vous avez l'air de souligner un héritage un peu historique sur votre territoire, donc quelque chose qui s'est construit depuis longtemps. Vous avez parlé quand même de 25 ans. Dans cette articulation, cette intégration de l'enjeu One Health, est-ce que tous les élus, c'est une question un peu, je m'imagine bien la réponse, mais ont toujours été tous convaincus, je veux dire, en 25 ans, il y a dû s'en passer des choses. Comment ça s'est construit en termes d'implication des élus? Et est-ce qu'il y a eu de la formation élue? Parce que je suppose que tous n'étaient pas forcément convaincus. Voilà, vous avez commencé sur l'agriculture et l'alimentation avant les PAT. Comment ça s'est construit d'un point de vue politique sur le territoire? Je dirais que ça s'est fait comme le reste, ça s'est fait tout doucement et tout naturellement, quoi. Je crois que quand on parle aux élus de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'alimentation, ils sont toujours d'accord. Ils peuvent pas être ne pas d'accord. On veut que nos habitants vivent mieux. Donc il n'y a jamais eu en 25 ans sur tout ce qu'on a proposé. Alors au début c'était peu de choses, hein. On avait une salariée dans le service et puis ça s'est fait progressivement. Il y a toujours eu unanimité politique, quelle que soit la tendance des élus, sur ces projets liés à la politique agricole et à la politique alimentaire. Je pense que là-dessus, on arrive à avoir un consensus un peu partout, je ne sais pas sur votre territoire, mais les échanges qu'on peut avoir ailleurs, je crois que c'est vraiment une politique qui fait consensus, quoi. Après, le problème, c'est combien on met d'argent. Là, ça devient un peu plus conflictuel quelquefois, parce que le budget, il est ce qu'il est. Il faut le répartir entre les différentes actions de l'agglomération. Là, il peut y avoir débat, mais au bout du bout, sur ces sujets-là, moi, j'ai jamais connu de conflit politique. Nicolas, est-ce que tu veux aussi expliquer la situation politique sur ton territoire et éventuellement... Alors pas avec la même antériorité que Douaisis Agglo, mais j'ai la chance aussi que le PAT... Oui, non. Non, mais ce que je veux dire en termes de soutien politique, monsieur, allez, je faisais pas d'allusion directe à votre âge, je ne me serais pas permis. En plus, publiquement. Bien sûr.
Donc au niveau du PAT, donc c'est un PAT qui est voilà, qui a émergé en 2023 et avec à l'époque, enfin voilà, il est né aussi d'une volonté politique. C'était une démarche qui était inscrite, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été inscrite dans le plan climat, qui a été inscrite et confirmée dans le projet de territoire, donc avec une projection aussi à 20 ans. Ça veut dire que on comprend bien aussi que ce sont des actions et justement qui prennent du temps, et avant de structurer des politiques plus solides, il faut beaucoup de temps. Et puis voilà, donc là un mandat renouvelé pour l'exécutif qui était en place précédemment, donc on va dire aussi les mêmes volontés qui sont en continuité, de la même manière, enfin voilà, le PAT a pris, a pris de l'ampleur, une vice-présidence aussi clairement affichée, projet alimentaire territorial. Donc ça c'est important aussi de pouvoir afficher. Et puis par rapport aux questions effectivement sur la formation, c'est vrai que c'est un enjeu, on s'attache à ça. Alors ça peut être l'opportunité aussi, renouvellement de mandat, profiter aussi de cette opportunité pour alors c'est hyper intéressant d'avoir des élus qui étaient là précédemment et qui sont déjà plus acculturés, et puis aussi accompagner ceux qui viennent d'arriver. Mais effectivement, c'est un sujet qui fait consensus. Donc ça, c'est voilà, il n'y a pas à convaincre sur l'utilité de travailler sur le sujet, mais après, c'est vrai que c'est intéressant et important de pouvoir partager les enjeux et construire les objectifs ensemble. Si je comprends bien, dans les deux cas, le portage politique n'est pas trop difficile, mais après, c'est voir comment la problématique peut être portée plus loin. Et donc, vous avez dit, l'un des premiers points, ça peut être faire de la formation pour acculturer et continuer de convaincre au-delà de juste c'est bien de travailler sur une seule santé et vraiment passer à l'opérationnel. Est-ce que vous avez d'autres conseils au-delà de la formation sur vraiment pour embarquer les élus sur cette thématique et les encourager à pousser sur des financements? Alors, je me permets, je vous passe le bâton de parole après. Ce qui peut être intéressant, enfin à mon sens là, à notre niveau, le point sur lequel on travaille justement, on parlait de santé globale, une seule santé. C'est ces notions-là aussi, c'est l'intérêt de pouvoir travailler sur une thématique en fait qui va pouvoir avoir des externalités sur d'autres sujets et qui est vraiment à la croisée de plein d'autres compétences de la collectivité. Alors c'est quand même un peu particulier parce que c'est pas ou rarement une compétence obligatoire, sauf pour les collectivités qui souhaitent prendre la compétence alimentation, restauration collective. Mais en même temps, on peut lister, on a des liens avec presque toutes finalement les politiques publiques qui sont portées, en tout cas à l'échelle d'un EPCI par exemple. Mais ça pourrait être vrai aussi à d'autres échelons de collectivité. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je parlais tout à l'heure de décloisonnement. Donc c'est ça aussi, c'est de mener le travail de décloisonnement. Alors nous, on a parlé de collaboration interservices, mais après aussi entre différentes, par exemple, délégations d'élus, etc. Donc c'est comment on fait, on partage finalement le fait de pouvoir travailler sur une thématique qui va rayonner et j'ai envie de dire quelque part pour 1 euro investi sur cette thématique, on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir des effets sur la santé environnementale. Donc ça touche un spectre assez large. Pour convaincre, pour entraîner, pour embarquer dans le projet, il faut informer aussi. Il faut que les gens, évidemment, il faut bien qu'ils soient informés. Alors, on a un journal de l'agglo qui informe régulièrement. On a largement notre place. On a fait un forum ouvert qui a eu un très gros succès il y a une quinzaine d'années, par exemple. On a régulièrement une commission. Alors, vous savez, les commissions dans les agglos, c'est 15 personnes à la proportionnelle des groupes. Bon, ça, c'est mortel, ça. Il n'y a personne qui va. Alors, nous, on a obtenu l'accord du président de faire une commission avec un représentant de chaque commune. C'est quand même un peu plus intelligent. On a 35 communes. Il y a même 2 communes un peu plus importantes qui ont 2 représentants, ce qui fait que là, on a des gens qui s'intéressent, qui viennent, qui sont informés. Et puis, on a sorti depuis 3 ans maintenant, une petite gazette qui fait 4 pages. C'est la Gazette agricole de Douaisis-Agglo qu'on envoie à tous les élus, à tous les agriculteurs, à tous les partenaires. Bon, elle est assez attractive et on cible là des personnes qui ont un pouvoir de décision. Je crois que c'est une des façons aussi
un petit peu à la fois de faire qu'il y ait une acculturation à ces problèmes-là. Vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, je rejoins sur le côté déjà un peu formation des élus. Je pense que c'est important et acculturé et surtout pas au niveau que vraiment. Enfin, même si les élus c'est vraiment important, même un peu à tous les niveaux. Où moi je travaille dans la formation et dans le projet de formation qu'on a eu, on a eu des bâtons dans les roues parce qu'il y a des personnes, je ne dirais pas qui, mais à des niveaux plus hauts, qui nous ont dit mais pourquoi est-ce que quand vous parlez de santé, vous parlez d'environnement. On était un peu là en mode, enfin, on est sur un projet d'Institut One Health, c'est un peu étrange qu'on lui dise ça, et voilà. Et en fait, le niveau faut pas se dire forcément que les gens savent a priori, et c'est normal, hein. Et donc, je pense qu'il y a une vraie dimension d'acculturation, comme vous dites, de communication, d'information, et je pense que un deuxième point que je voulais dire, c'est la santé, ça parle à tout le monde, au même titre comme vous avez dit sur la qualité de l'air. Enfin, en fait, c'est les éléments de bonne santé, d'avoir un air de bonne qualité, d'une autre bonne qualité. Et en fait, ça, je me rends compte, je travaille beaucoup dans l'environnement. Et en fait, l'environnement, ça peut être perçu de la part de certaines personnes qui peuvent en être extérieures comme un peu politisé, alors que la santé l'est beaucoup moins. Parce que on peut pas être traité de. Enfin voilà, c'est beaucoup moins idéologiquement sensible. Et du coup, ça peut être pour vous aussi en tant que chargé de mission, quand vous faites face à certains publics, à certains élus ou à d'autres personnes, peut-être une entrée santé pour convaincre, ça peut marcher. Et on s'est rendu compte, on travaille avec la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodive, et eux, ils le voient vraiment sur les axes biodiversité. Si on dit qu'il faut protéger la petite grenouille pour la petite grenouille, ça marche pas. Je fais un exemple vraiment très caricatural. Par contre, si vous enfin voilà, que si jamais vous avez il y a des travaux de recherche justement sur le lien entre biodive et santé, si jamais vous réussissez à avoir des chiffres un petit peu parlants, si jamais vous réussissez à avoir ça, la santé c'est un super axe de plaidoyer pour l'environnement, la biodiversité, des pratiques plus respectueuses. Donc ça peut être aussi un petit conseil là-dessus comme un levier de changement, un peu de plaidoyer au final. Donc même la santé devient un axe pour investir certains sujets. Bonjour, moi je suis Charlène Rocafoul de Vendée Grand Littoral en Vendée. C'était plus une remarque en fait. En effet, je pense qu'il y a certains élus qui ont besoin de comprendre, de savoir, d'être informés. Je pense qu'il ne faut pas non plus passer sous silence le fait qu'il y a certains élus qui ne veulent pas mettre en place ce genre de dynamique-là, parce que parler d'alimentation et de santé, c'est parler d'agriculture, c'est parler des modes d'agriculture. Et dans certains territoires, il y a des freins qui sont mis volontairement pour ne pas parler de ça. Parce que quand on parle de ça, on parle en creux des pesticides, donc on parle en creux de l'agriculture conventionnelle. Et sur certains territoires où il y a du lobbying très fort de l'agriculture conventionnelle, ça peut poser vraiment des problèmes. Et moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vu, que je n'avais pas anticipé. Je pensais naïvement qu'il y avait juste un problème d'information, qu'ils ne savaient pas, qu'il fallait les former, etc. Et des fois, ils ne veulent juste pas, en fait. Et donc, il faut aussi, je pense, porter cette parole-là, de dire il y a des fois des freins qui sont plus de l'ordre de défendre des intérêts corporatistes ou des intérêts personnels, parce qu'on a des élus qui sont agriculteurs, etc. Après, éventuellement, une technique, ça peut être aussi de pas forcément parler. Je sais que par exemple, il y a des conseils qui peuvent un petit peu crisper, agroécologie ou des choses comme ça, où en fait, si jamais vous utilisez ce terme, vous allez braquer certaines personnes. Et en fait, il y a aussi des façons un petit peu sinueuses de parler. En fait, on parle d'innovation, et en fait, à travers ça, on peut aussi se débrouiller pour faire un petit raccourci. Et oui, non, mais c'est de l'innovation agricole, vous allez faire ça, et en fait, vous poussez les pratiques aussi un petit peu. Il y a aussi, c'est là où sur le plaidoyer, la façon d'aborder les choses, enfin, c'est une façon. Après, je dis pas qu'en faisant ça, c'est la seule manière, mais ça peut être aussi des petites clés, parce qu'effectivement, il y a des moments où, comme vous dites, c'est les sujets où c'est compliqué de faire bouger les gens. Oui, c'est ça. C'est un choix d'éviter, ouais. On l'a tous sur nos territoires, hein, mais bon, il y a un peu de danger, il faut y aller, il y a une façon d'y aller. C'est pour ça que tout à l'heure, je précise bien, et je le dis à chaque fois que j'en parle publiquement ou avec les agriculteurs, l'agriculteur n'utilise que des produits légaux. Bon, mais il n'empêche que personne ne peut nier que ces produits légaux sont nocifs pour la santé. Il suffit de sortir les analyses d'air. On a fait une étude sur l'air sur tout le territoire, il y a une dizaine d'années. Les analyses de l'eau, on est propriétaire à Douaisis-Aglo de forages. C'est des produits agricoles qui sont dessus.
qui sont dedans. Donc, personne ne peut le nier, mais il y a une façon de le dire et surtout de déculpabiliser les agriculteurs. Je crois que c'est important de savoir l'amener. Mais si on n'aborde jamais les sujets qui fâchent, on ne va pas avancer. Et puis, à un moment donné, il y a ceux qui ne seront pas d'accord, et il y en a toujours. Et puis, il y en a qui sont d'accord et qui suivent. Récemment, moi, j'ai un responsable de la Chambre d'agriculture qui m'a dit, clairement, c'est pas avec ton PAT que tu vas rétablir la balance commerciale de la France. J'ai dit d'accord, mais moi je travaille pour la santé des habitants. Mais oui, mais c'est significatif de ce qui se passe en ce moment. On est en train de mettre les PAT derrière et devant, de remettre en avant l'agriculture, enfin l'agro-business. Et on ne s'occupe plus de l'habitant, on ne s'occupe plus de la qualité de l'air, on ne s'occupe plus des problèmes de santé. Voilà. Donc il faut y aller. Si on ne va jamais au combat, c'est les autres qui vont nous manger le peu de cheveux qui nous restent sur la tête. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle, des témoignages? Et après, on pourra aussi éventuellement voir en ligne si... Pas de réaction. Bonjour. Faut le coller. Bonjour, Carole Margotin. Je suis responsable d'un service qui gère un PAT pour une communauté de communes de 67 communes, 54 000 habitants. C'est Loches Sud-Touraine, donc en Touraine. Moi, j'avais une question sur... Je recommence toute la présentation, ça va? Bon, moi je suis intéressée pour connaître l'outil, comment vous l'avez mis en place, que ce soit les 1000 jours, le cadre en fait, parce que les PSE on connaît pour tout ce qui est captage, enfin tout ce qui est captation carbone, mais c'est vrai que pour la santé, enfin le volet santé, comment vous rémunérez les agriculteurs? Sur quelle base? Et parler d'agriculture tout type. Qu'est-ce qu'on valorise dans leurs pratiques? Ceux qui conservent les sols, voilà. Un peu de précision sur vraiment la technique un petit peu, si ça ne vous dérange pas. Parce que je suis intéressée c'est assez... Enfin, je ne connaissais pas, c'est assez innovant, j'ai l'impression. Enfin, ou alors il y en a d'autres. Mais voilà. Merci. Pour le PSE Santé publique, pour le moment, on ne l'a pas encore finalisé, donc c'est en cours de construction, mais on a réuni des agriculteurs pour le construire. Et donc, on a fait un comité de lancement du projet et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour recruter des agriculteurs dans ce groupe de travail. Et en parallèle, on est allé aussi les solliciter individuellement pour construire un groupe qui soit diversifié. Et ensuite, avec Solagro, du coup, on a animé 3 ateliers où le premier, c'était vraiment une sorte de diagnostic de leurs pratiques sur le territoire, qui nous partagent un peu comment ils travaillent, qui échangent entre eux sur les différentes pratiques qu'ils mettent en œuvre. Le second, on avait identifié des pistes de pratique sur lesquelles il y avait des leviers d'action à mettre en œuvre, par exemple la réduction de l'indice de fréquence de traitement, la réduction de la fertilisation azotée, la diversification de la rotation, l'introduction d'infrastructures agroécologiques. On a abordé tous ces sujets-là et réfléchi avec eux à différents seuils. Et à la 3e réunion, on a arbitré avec, on a défini des seuils avec les agriculteurs où on s'est mis d'accord sur des seuils de points de départ et des seuils à atteindre à la fin du PSE. C'est comme ça qu'on l'a un peu co-construit et on a inclus des enjeux santé en mettant parfois des bonus comme la non-utilisation d'engrais émissifs, et ça mettait un point en plus, ou l'introduction de cultures bas niveau d'intrants à vocation alimentaire. Et du coup, là, on a inclus aussi l'alimentation animale. Il n'y a pas que humaine, on inclut les 2 alimentations. Donc la luzerne, par exemple, était éligible. Donc on a construit en fait avec eux ce projet-là en partant de leurs pratiques actuelles. Voilà, ça, vous voulez compléter? Non, on l'a construit avec les agriculteurs. Aujourd'hui, on a 5 critères. On a 5 critères qu'on va proposer. Ils sont en train d'être étudiés juridiquement. Vous voyez où on va, on peut pas, on a vraiment pas faire ce qu'on veut, quoi. Donc, on va voir si ça ne vient pas se mélanger avec des critères déjà existants. Mais ils ont été co-construits avec le monde agricole et ils ont tous des incidences sur la santé. Ça va donner des points. Et on a un objectif maximum quand même à l'hectare, qui est celui que la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, nous a donné en estimant ce qu'il fallait pour un agriculteur bio pour équilibrer ses comptes et vivre correctement. Donc on a pris ce chiffre-là, bon, c'est 350 €
de l'hectare, et on va aller jusqu'à un certain plafond. En principe, c'est 60 hectares. On est resté à ça. Voilà. On ne va pas non plus aller, si vous voulez, verser à quelqu'un qui cultive 300 ou 400 hectares. Ça n'aurait aucun sens. Il va vider notre budget et lui, je pense qu'il n'a pas besoin des aides ou des paiements qu'on va lui apporter. Donc, on a ciblé avec eux, avec le monde agricole, et on va y aller sur les petites et moyennes exploitations, sur des critères relatifs à la santé. Puis à un moment donné, il y en a sûrement qui ne vont pas être d'accord, mais bon, on va l'assumer. Hein. C'est évident. Oui, donc sur le dispositif, donc ça a été surtout de l'organisation. Alors j'ai dit tout à l'heure, on ciblait au départ les publics en situation précaire, donc on avait fait un gros travail aussi avec les PMI, avec les sages-femmes, etc., pour sensibiliser au dispositif. Voilà, comme ça, on n'avait pas suffisamment de personnes pour démarrer, on a ouvert à toute personne, toute femme enceinte intéressée par le dispositif. Donc il y a eu des enjeux de communication et puis après c'est surtout de l'organisation parce que les points de distribution, la livraison des paniers, le fait de les récupérer, il y a des personnes qui sont en activité, d'autres non. Donc voilà, c'est tous ces ajustements-là qu'on a mis en place. Et puis j'en ai pas parlé, mais on a consacré quand même une part aussi du budget à l'évaluation du dispositif parce qu'avec une réflexion sur la pérennisation du dispositif, donc et une évaluation, on va dire, à deux entrées, une entrée publique justement, donc avec un questionnaire pré-poste et puis un questionnaire post-dispositif, des entretiens individuels, des focus group, des observations d'ateliers, etc., différents outils, et puis aussi d'un point de vue intervenant. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que demain, on aurait un dispositif qui puisse être suffisamment solide au niveau de l'organisation pour être pérennisé, pour être optimisé, pour garantir au maximum aussi des parcours plus sécurisés, limiter la déperdition entre guillemets de public tout au long du parcours. Bonjour, donc moi je suis Oriane Marcadet, chargée de mission alimentation au Pays des Châteaux, donc dans le Loir-et-Cher autour de Blois. Et j'avais deux questions. Une question pour le Douaisis, est-ce que les PSE vont aussi toucher des exploitations en agriculture biologique? Et j'avais une question pour l'autre projet, c'était est-ce que vous arrivez à travailler avec des médecins? Et si oui, comment vous avez réussi à les toucher? Alors on a... Ne riez pas, on a un médecin. Alors, on n'a pas un médecin sur le territoire, mais on a un médecin qui est fortement impliqué. Non, alors, je le dis un peu. C'est vrai que c'est un vrai sujet, la mobilisation. Donc, donc ça, c'est plutôt le rôle de la collègue au niveau du CPTS, etc., et du CLS de mobiliser, travailler avec la maternité, etc. Donc, c'est un peu... ça reste compliqué. On a pris le parti aussi, alors ce qui n'est pas le cas, par exemple, l'ordonnance verte Strasbourg, comme son nom l'indique, il y a prescription, on va dire, médicale pour le dispositif. On n'a pas fait parce que un des constats aussi sur le territoire, c'est que la nécessité de dégager du temps aussi de pratique médicale pour les médecins, donc c'était de ne pas partir sur cette piste-là. Donc on ne demande pas de certificat médical, mais on a un médecin, alors c'est un peu particulier et c'est très bien, il a lui-même avait en tête sur son territoire de lancer une initiative type ordonnance verte. C'est quelqu'un qui est très impliqué justement sur les enjeux de santé mentale, donc il est allé voir les écoles autour de chez lui pour mettre en place des ateliers, etc. Donc il est vraiment très impliqué et on va essayer aussi de le prendre par ce prisme-là parce que, alors pour l'histoire aussi, pour ceux qui ne la connaissent pas, je parlais de Strasbourg, on fait référence à ceux qui ont lancé quand même ce dispositif, c'est que l'adjoint à la santé, il était médecin lui-même. Donc ça veut dire qu'aussi après, en termes de capacité aussi des pairs pour mettre en place le dispositif, quand même ça aide. Donc là, on se dit on en a un, mais on a un allié précieux qui est vraiment motivé, qui a envie de développer, qui a lui-même essayé de développer des initiatives. Donc après, c'est le jeu des projets que vous connaissez comme moi, c'est que progressivement, il y a des nouveaux entrants, on se fait des nouveaux alliés sur lesquels on essaie de s'appuyer pour développer. Sur la deuxième question, oui, c'est tous les agriculteurs, y compris les agriculteurs bio, qui ont
qui en ont bien besoin d'ailleurs, parce qu'ils sont plutôt malmenés par les différentes décisions qui ont été prises et qui continuent à être prises. Donc ils sont pris également dans le système avec les mêmes critères, les mêmes notations que les autres. On a 180 agriculteurs qui sont potentiellement éligibles. On espère qu'ils ne vont pas venir tous la première année, parce que là on y met le budget quand même. Moi, je voulais juste rapidement compléter sur les ordonnances vertes, parce qu'on a également un projet dans le Douaisis, et en fait, ça vient justement de 2 médecins qui nous ont mobilisés et qui sont en train de faire du lobbying dans tous les territoires des Hauts-de-France pour que tout le monde développe des ordonnances vertes. Et du coup, ça part de médecins qui nous ont sollicité, Monsieur Allais et moi, sur le sujet. Et en parallèle, sur le PSE, je disais qu'il y avait des médecins qui avaient participé à un groupe de travail agriculteur. Et en fait, c'était notre partenaire, l'association Santé Environnement France, qui a fait jouer son réseau et qui a mobilisé 2 acteurs, donc un cardiologue et une sage-femme, une gynécologue, qui sont venus à notre groupe de travail agriculteur. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à en mobiliser quelques-uns. Peut-être juste, pardon, j'avais une question parce que là, on parle beaucoup de santé humaine, santé des écosystèmes en lien avec l'agriculture biologique. On voit qu'au niveau des collectivités, il y a des compétences, il y a des leviers pour aborder ces questions. Est-ce que vous voyez aussi des leviers sur plutôt la santé des animaux, le bien-être animal? Ça ne fait pas forcément partie des 2 projets, des 2 actions qu'on a évoquées aujourd'hui, mais est-ce que c'est aussi des réflexions que vous avez pour éventuellement déployer d'autres actions, une seule santé, ou pas, parce que c'est aussi peut-être des compétences qui sont moins aux mains des collectivités. C'est pas une question piège, c'est aussi... Pardon si je vous vois faire la grimace. Non, nous, on a déjà inclus quelques enjeux, enfin les enjeux de l'alimentation animale dans le PSE, puisque sur la partie culture à bas niveau d'intrants, on a inclus l'alimentation animale, du coup, par exemple, la luzerne. On a aussi comme condition d'éligibilité un chargement maximal d'unités gros bétail, donc un respect aussi des chargements. Voilà. Et enfin, on a aussi des bonus sur des prairies. Donc ça fait un peu le lien, un peu... Enfin, c'est pas directement, mais indirectement en lien avec la santé des animaux. Compléter ? Vraiment tous les exploitants. Oui, même les éleveurs. Éleveurs aussi. Dans le dispositif, alors je ne l'ai pas évoqué parce qu'on n'a pas encore mis en place, mais on avait aussi, donc là, les paniers qui sont distribués, paniers de légumes, et un partenariat aussi qui est voilà, toujours d'actualité, mais aussi avec un éleveur aussi bio qui transforme aussi, qui fait de la transformation laitière. Là, ça pose d'autres questions aussi de conditions après pour livrer les produits, etc. Donc, on l'a toujours. Et puis en plus, voilà, avec évidemment certaines précautions à prendre sur les régimes alimentaires. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était intégré dans le projet. Et puis après... il y a un gros enjeu aussi de maintien de l'élevage sur le territoire enfin, on s'appuie aussi sur les compétences. On est en partie sur l'agglo, sur un territoire de parc aussi, qui mène voilà, des PSE aussi spécifiques liés à l'élevage avec des dispositifs et puis un programme aussi de maintien d'agriculture en zone humide, donc qui mène aussi des dispositifs spécifiques pour voilà, l'accompagnement aussi des agriculteurs sur la santé animale. Donc c'est pas complètement en lien, mais pas complètement éloigné non plus de notre scope. Ok, merci. Peut-être une dernière réaction et après on va devoir conclure et retourner en plénière. Ouais. Bonjour, donc moi c'est Vincent Hus, je travaille à Grand Poitiers Communauté Urbaine. Moi, c'était une interrogation qu'on s'est posée dans le cadre de notre PCAET qui a été réactualisé récemment. Et donc, c'était pour poser justement la question en lien avec vos PAT, leur intersection avec les PCAET sur justement la prise en compte de la biodiversité et de la santé dans les PCAET avec parfois des prismes qui sont très basés sur en gros des calculs de masse de CO2 et de gaz à effet de serre produits. Et du coup parfois les difficultés que ça peut amener à intégrer certains aspects des politiques agricoles qu'on peut mener dans les PAT dans les PCAET, avec notamment la question des prairies et de l'élevage de ruminants dans les PCAET.
où je sais que nous, on a un peu dû batailler avec nos collègues et donc avoir l'élu agricole qui monte un peu au créneau sur le sujet, puisque on est, pour donner un exemple, donc pour ceux qui s'y connaissent en jargon ADEME, le PCAET de notre territoire était plutôt sur une orientation du deuxième scénario de l'ADEME, donc qui vise à terme une relocalisation de l'alimentation, mais 50% d'agriculture bio, mais aussi moins 50% d'alimentation à base de produits d'origine animale. Mais sur notre territoire, en fait, si on relocalise la totalité de l'alimentation, il faut quand même qu'on augmente les surfaces dédiées à l'élevage sur notre territoire, puisqu'on est aujourd'hui un territoire de grande culture et pas du tout, et très peu spécialisé en élevage. Et donc, on a dû faire comprendre à nos collègues qui travaillent sur le PCAET que si on veut faire le scénario de l'ADEME dans lequel on s'engage, ça veut dire qu'en fait, on doit aujourd'hui augmenter les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage, parce que c'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente le nombre de ruminants sur le territoire. Et à l'inverse, quand on est sur des calculs d'émissions nettes au territoire et qu'on n'a pas une usine qui produit par exemple des fertilisants sur le territoire, à fermer, entre guillemets, dans les prochaines années, on ne peut pas dire que l'agriculture contribuera à baisser les émissions de gaz à effet de serre dans ces méthodes-là de calcul. Et donc, on a dû aller s'appuyer sur les enjeux de biodiversité auprès de nos collègues, les enjeux de santé, les enjeux de rémunération des éleveurs, de fertilisation, etc. Mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas forcément toujours instinctif de faire le lien entre soutenir des filières d'élevage local de ruminants et un PCAET. Donc voilà, c'était pour savoir justement, j'ai cru entendre que dans vos PAT aussi, vous vous intégriez dans les PCAET, si c'est que ce genre de questionnement était aussi arrivé. Alors, j'ai pas l'historique de la construction, je suis arrivé un peu après la construction du plan climat, mais en tout cas, c'est un axe qui a été... l'importance aussi du maintien de l'élevage aussi pour des questions de paysage et de stockage carbone aussi. Alors après, c'est ça, voilà, on est sur des gaz à effet de serre qui ont des effets et une latence dans le temps, etc., qui est plus importante, en gros, il n'y a pas vraiment eu d'arbitrage sur ce sujet non plus, parce que il y avait aussi d'autres postes importants, et territoires assez industriels, donc il y a aussi des postes aussi de réduction de gaz à effet de serre. Donc en gros, je pense qu'au niveau de l'arbitrage, se dire c'est quand même intéressant de maintenir pour les raisons liées, comme j'ai dit, soit au paysage, stockage carbone, relocalisation d'alimentation, etc., de faire en sorte de maintenir l'élevage, et puis aussi de regarder d'autres postes d'émissions de gaz à effet de serre. Moi, j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse parce qu'on n'a pas tenu compte du PCAET dans notre travail de PAT, tout simplement parce que le PCAET a été établi par le SCOT, qui couvre d'autres territoires que celui de Douaisis-Aglo, qui est extrêmement poussé et qui, du coup, vu l'étendue du territoire, est peu applicable, en tout cas chez nous, dans le détail. Donc on n'a vraiment pas travaillé avec le PCAET. Donc je suis incapable de vous dire s'il y a un problème de correspondance entre les deux. Bon. Je ne botte pas en touche, mais c'est la réalité des choses. Prenez celui-là, il va bien. Ouais. Merci pour ces derniers éléments de réponse sur les PCAET. On arrive à la fin du temps prévu pour cet atelier. Donc rapidement, pour conclure, j'ai l'impression qu'au travers des différents exemples qu'on a vus, il y avait cette volonté de mettre en avant la prévention, l'anticipation dans les actions Une seule santé portées par les territoires, par les collectivités territoriales, qui avait cet enjeu de préserver à la fois la qualité de vie des habitants et habitantes du territoire, mais aussi préserver la biodiversité, les écosystèmes. Qu'il y avait besoin, dans les facteurs facilitants, d'une collaboration entre les services au niveau interco, donc avec les CLS, PAT, mais parfois aussi, vous avez plusieurs fois évoqué l'ARS,
Je sais que dans le contexte des Hauts-de-France, il y a aussi pas mal de travaux communs entre DRAF, ARS et ADEME qui ont aussi envie de porter ces sujets ensemble au niveau régional. Et donc, c'était de là qu'avait émané le financement appel à projet qui a permis de financer le projet 1000 premiers jours pour savourer la vie. Donc voilà, collaboration interservices, aussi agir à différentes échelles au niveau interco, département, région. Il y a, comme on l'a vu plusieurs fois dans la journée, un petit enjeu de financement, de pérennisation des financements. Et donc vous avez dit, il me semble à 2 reprises, que l'évaluation pouvait permettre aussi de montrer l'effet des actions et donc permettre de continuer à montrer en quoi c'était important de soutenir ces actions et donc de les pérenniser. Et après, il y a eu la question du portage politique et que c'était variable d'un territoire à l'autre, que quand on parlait de santé humaine, en général, ça parlait, mais qu'après, c'était important aussi d'aller creuser, même si ça a été... c'est peut-être pas c'est peut-être que là, on a deux exemples de territoires qui ont porté, où l'action est aboutie, donc il y a aussi peut-être un portage politique vraiment important sur cette dimension-là. Et donc voilà, qu'il y avait un enjeu de formation sur ce sujet pour mobiliser les élus. Voilà, je vous propose de nous arrêter là. Merci à toutes et à tous. Merci aux personnes qui sont en visio avec nous et merci Guillaume pour la régie. Et du coup, on va se retrouver en plénière. Il me semble qu'on va parler de restauration collective. N'hésitez pas à aller vous hydrater avant. Je pense qu'il y aura des bouteilles un peu partout. Mais voilà,